Situation de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. 3 personnes et un expatrié sont portés disparus. Les recherches sont en cours pour tenter de les retrouver. En Algérie, tolérance zéro pour les protestataires. 30 personnes qui manifestaient contre la tenue de l'élection sont arrêtées. Le comité de libération des détenus exprime son inquiétude. Et puis, une première dans l'histoire de la Namibie, une femme est candidate à l'élection présidentielle. Esther Mouidjongé compte s'attaquer à la corruption si elle était élue. Voilà donc le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Et cette question, que se passe-t-il au Burkina Faso? En tout cas, la situation dans le pays est inquiétante. En fin de semaine écoulée, 3 Burkinabés et un expatrié asiatique sont portés disparus. Ce sont des prestataires de services de l'État burkinabé. Les détails. 4 personnes qui disparaissent en même temps, selon une source sécuritaire, cela laisse penser à un enlèvement. Le ministère de Développement et de l'Économie numérique et des Postes a été informé vendredi 22 novembre de la disparition d'une équipe composée d'un expatrié et de 3 Burkinabés prestataires sur l'axe Ouo-Sidiradougou dans la région des Cascades. Le véhicule de type pick-up qui les transportait a été découvert, les portières ouvertes, sans ses occupants qui demeurent injoignables. D'après la même source, les autorités en charge de la sécurité ont été saisies et les recherches sont en cours. En effet, la première tranche de réalisation du parc Bonne, qui vise à installer la fibre optique sur l'ensemble du Burkina Faso pour le connecter au reste du monde, a été attribuée à la société chinoise Huawei. Il faut dire que de nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les forces armées n'ont pas la capacité d'enrayer les attaques attribuées au groupe djihadiste Ansarul Islam, au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et à d'autres groupuscules. Longtemps préservé, l'Ouest a été touché à au moins 2 reprises par des attaques ces derniers mois. Les accidents d'avion deviennent de plus en plus fréquents en République démocratique du Congo. Ce dimanche, un appareil qui devrait desservir les régions de Béni et de Goma s'est écrasé au décollage. Une trentaine de personnes ont perdu la vie. C'est au décollage que l'avion s'est écrasé ce dimanche sur un quartier populaire de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. 6 corps ont été retirés des décombres. Il n'y aurait aucun survivant parmi la vingtaine de passagers à bord de l'appareil, d'après un responsable de l'aéroport de Goma. L'avion devrait assurer la rotation vers Béni et Butembo, à 350 km au nord de Goma, selon un membre de la compagnie. Il s'est écrasé sur l'un des quartiers densément peuplés qui entourent l'aéroport de Goma. Il y avait 17 passagers à bord et 2 membres d'équipage, et l'appareil a décollé à 7h GMT, a indiqué le chargé de la réservation au sein de la compagnie. La direction s'est réunie dans l'attente des résultats d'une enquête technique menée par une équipe sur le terrain. La compagnie est récente, elle dispose de 3 appareils pour desservir les zones enclavées de la province de Nord Kivu, de Béni et de Butembo. Le gouverneur du Nord Kivu séjourne à Béni pour tenter de calmer la colère des habitants après les massacres de civils qui ont fait plus de 60 morts en un mois. La piste de l'aéroport de Goma avait été rénovée et prolongée en 2015 après avoir été endommagée en 2002 par l'éruption du volcan Nyiragongo. L'aéroport est utilisé pour des vols réguliers, mais surtout des appareils des Nations Unies et d'organisations humanitaires. Même en diminution, les accidents d'avion restent un risque en République démocratique du Congo, plus grand pays d'Afrique subsaharienne avec 2,3 millions de kilomètres carrés. Le 10 octobre dernier, un Antonov 72 s'est écrasé dans le centre du pays après avoir décollé de Béni. Il transportait des équipes d'appui logistique au président Félix Tshisekedi, qui rentrait le même jour d'un déplacement dans l'est du pays. Au moins 10 personnes ont perdu la vie, on reste donc toujours en République démocratique du Congo, ont perdu la vie dans des débordements du fleuve Congo. Plusieurs endroits du pays sont affectés d'après une source humanitaire qui redoute des maladies avec cette crue. Plus
de 120 000 personnes ont besoin d'assistance dans la province du Nord, Ubondi, au nord de la RDC. L'ONG chrétienne Caritas Congo a dénombré une dizaine de morts. La Centrafrique, frontalière de la RDC, est également touchée par des pluies et des inondations depuis un mois. En RDC, les eaux sont en train de baisser, mais ce retrait des eaux ouvre la voie à des maladies, des cimetières et des fosses septiques ayant été submergés. Des dizaines de milliers de personnes ont également été sinistrées dans la province voisine du sud Ubangi, également arrosée par la rivière Ubangi entre la RDC et la Centrafrique. Par ailleurs, 25 personnes seraient mortes dans la province de l'Équateur, au nord-ouest frontalière du Congo-Brazzaville. De l'autre côté du fleuve Congo, au moins 50 000 personnes ont été sinistrées et le gouvernement de Brazzaville a décrété jeudi l'état de catastrophe naturelle et d'urgence humanitaire. Vendredi, des habitants ont fait état d'une dizaine de morts au Kasaï, dans le sud-ouest de la RDC, à 185 km au nord de Chikapa. C'est une première en Namibie. Une femme est dans la course pour l'élection présidentielle du 27 novembre prochain. Esther Moui-Djongé compte s'attaquer à la corruption, selon elle, qui est le principal mal dont souffre la Namibie. Reportage. Dans sa maison d'un paisible quartier résidentiel de la capitale Windhoek, la candidate âgée de 57 ans prédit que la crise économique a sonné le glas du règne du parti que dirige sans partage l'ancienne colonie sud-africaine depuis près de 30 ans. Beaucoup de gens se plaignent du gouvernement de la SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, assure-t-elle, dans la dernière ligne droite de la campagne de son organisation démocratique pour l'unité nationale. Longtemps, il y a eu beaucoup d'apathie parmi les jeunes, ajoute-t-elle, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre à chaque réunion publique. Women are coming up now. Les femmes arrivent, alors je crois que je leur ouvre cette porte. Je me vois donc comme un modèle. J'inspire les jeunes filles pour qu'elles commencent à se dire « Nous avons du potentiel, nous pouvons prendre la place qui nous revient dans cette communauté ». Malgré ses vastes richesses naturelles, la Namibie figure au deuxième rang des pays les plus inégalitaires de la planète, selon la Banque mondiale, juste derrière l'Afrique du Sud. Pour les rétablir, Moui-Djongé prescrit une très sévère cure d'austérité à la tête de l'État et une lutte sans merci contre la corruption. We have a lot of corruption in Namibia. Il y a beaucoup de corruption en Namibie. Une corruption où ce sont les hauts dirigeants qui sont ceux qui sont impliqués dans la corruption. Vous savez, ils vendent la terre, ils vendent le pays, ils vendent des mines aux étrangers et ainsi de suite. Ce sont donc des choses que nous voulons examiner. La candidate en lice ne se berce guère d'illusions. Elle a peu de chances de priver le chef de l'État sortant d'un deuxième mandat. Nous espérons beaucoup de miracles cette année, lance la quinquagénaire, persuadée que sa candidature inspirera d'autres femmes à se rendre compte de leur potentiel. L'élection présidentielle se tiendra le 27 novembre prochain. En Éthiopie, à présent, les Sidama, une ethnie du sud du pays, ont voté à une écrasante majorité, c'est-à-dire 98%, en faveur d'une nouvelle région semi-autonome, selon les analystes. Ce résultat pourrait cependant conduire d'autres groupes à réclamer leur autonomie et redessiner les frontières au sein de l'Éthiopie, qui est donc le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Le résultat du référendum du 20 novembre dernier en Éthiopie a été annoncé samedi par la commission électorale lors d'une conférence de presse à Hawassa, à 200 km au sud de la capitale Addis Abeba. D'après ce résultat, moins de 2% des quelques 2,3 millions d'électeurs Sidama ont choisi de rester dans l'actuelle région fédérale des nations, l'une des 9 que compte l'Éthiopie, tandis que les autres ont voté pour un résultat qui ouvre la voie à la création d'une 10e région dans ce pays. Sidama በነባሩ ክልል ውስጥ እንዲደራጅ ጎጆ ምልክትን የመረጠ ሰው ብዛት 33. Les votes pour que la zone de Sidama reste dans l'ancien État régional des peuples des nations et nationalités du Sud sont de 33 463, tandis que ceux qui veulent que la zone de Sidama devienne l'État régional de Sidama et qui ont voté pour le symbole Shafeta sont de 2 225 249. Selon les résultats, ceux qui ont voté pour le symbole Shafeta sont de 98,51%, tandis que ceux
qui ont voté pour le symbole UT sont de 1,48%. ጎጆን የመረጠው 1.48%. Selon les analystes, ce résultat pourrait cependant conduire d'autres groupes à réclamer leur autonomie et redessiner les frontières au sein de l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 100 millions d'habitants. L'Éthiopie est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes, dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Les Sidama, qui sont plus de 3 millions, s'efforcent depuis des années à quitter la région fédérale des nations à laquelle ils appartiennent actuellement. La nouvelle région Sidama fera donc sécession et se verra confier le pouvoir de percevoir des impôts et de contrôler notamment les écoles, la police et les services de santé. Et au moins 30 personnes manifestant contre la tenue de l'élection présidentielle en Algérie, prévue pour le 12 décembre, ont été arrêtées à Tiaré, dans le centre du pays. Les chiffres ont été évoqués par le Comité national de libération des détenus. Le Comité national de libération des détenus, CNLD, est une association qui recense et défend les personnes arrêtées ces derniers mois dans le cadre du mouvement populaire inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis février. Une trentaine de personnes opposées à la tenue de la présidentielle du 12 décembre ont été arrêtées à Tiaré, à 270 km au sud-ouest d'Alger, où se tenait parallèlement une manifestation de soutien au scrutin. L'association a fait également état d'arrestations d'opposants au scrutin à Batna, en marge d'un rassemblement de soutien à Abdelmadjid Tebboune, un ancien Premier ministre candidat à la présidentielle. Le CNLD avait déjà fait état de l'arrestation de 80 personnes jeudi à Alger lors d'une marche dénonçant la tenue de la présidentielle. Après avoir obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril, le mouvement de contestation réclame désormais le démantèlement du système et dénonce l'effectivité de la présidentielle qui, pour eux, ne peut offrir en l'état des garanties de transparence. Les manifestants conspuent ainsi les candidats, réclament le départ des dirigeants et dénoncent les multiples arrestations qui émaillent la campagne. De nouvelles élections présidentielles et législatives se tiendront en Bolivie sans Evo Morales. Le Parlement du pays a donné son feu vert à l'organisation des scrutins censés mettre fin à l'instabilité à laquelle est confronté le pays depuis plusieurs jours. C'est quelques heures après le vote des sénateurs que le projet de loi a été approuvé samedi soir par les députés boliviens. La journée d'aujourd'hui est une date historique. Beaucoup d'entre nous sont soulagés. Beaucoup ont dit que pour la première fois, ils se sont exprimés. Et je pense que c'est le moment où nous commençons tous à parler. Parce que notre pays tout entier s'est engagé dans ce processus du 20 octobre au 10 novembre et qu'il a permis aux citoyens de prendre conscience que les politiciens ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Pour que le texte ait force de loi, il doit être promulgué par la présidente par intérim, Janine Áñez. Des représentants de la société civile et des travailleurs boliviens ont rencontré la présidente par intérim et son gouvernement pour parvenir à un accord qui rétablirait la paix dans le pays après des semaines de manifestations. Dans le même temps, le gouvernement provisoire a ouvert un dialogue afin de tenter de pacifier la Bolivie. Le texte approuvé par le Parlement prévoit notamment l'annulation du scrutin du 20 octobre, suite auquel Evo Morales s'était autoproclamé vainqueur. Dans le même temps, il interdit à toute personne ayant exercé 2 mandats électifs de suite de se présenter à un 3e, fermant ainsi la porte à une nouvelle candidature d'Evo Morales qui a déjà exercé 3 mandats. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.